toute occasion est bonne en France pour mettre le mot progrès dans une phrase. Et ce depuis des décennies et des décennies. Si on fait un peu d'histoire, le 19e siècle a été un siècle totalement adossé sur l'idée que pour que la vie s'améliore, seul le progrès pouvait être source d'amélioration. Ce qui était d'ailleurs très exact quand on voit la formidable révolution technologique et scientifique qui a été celle du 19e siècle. Mais enfin, en même temps, les politiques s'en sont mêlés, pas toujours de la meilleure manière. Je pense par exemple à accoler le mot social au mot progrès, qui a été l'une des anciennes de la gauche pendant très longtemps. La notion de progrès social, c'était une autre manière de parler de la lutte des classes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est aujourd'hui devenu la première source de conservatisme. Au nom du progrès social, on est assis sur des acquis qui empêchent de bouger. Tout s'est mélangé ensuite parce qu'on en est venu à dire oui, alors le progrès ce sera à travers l'évolution de la société, les grandes questions de société. Alors nous voici maintenant à considérer qu'il faut qu'un certain nombre de valeurs pour que l'on incarne le progrès d'une société soient profondément modifiées. Je pense naturellement à la famille. Je me dis que c'est pas ça qui est important. Parce que si vous y ajoutez les conséquences terribles liées à ce que l'on appelait le progrès et qui ont donné lieu à des fléaux tels que le communisme, et dont on a bien vu qu'ils ont conduit à l'échec le plus terrible qui soit. De l'autre côté, autre forme de totalitarisme, le fascisme. Ben finalement, vous avez un XXe siècle qui, à certains égards, a inversé les espérances du XIXe. Alors nous voici au XXIe, avec finalement un paradoxe terrible. On a tout mélangé. Et en France en particulier, en Europe en général, mais en France en particulier. Voilà, quand on fait des enquêtes d'opinion, vous êtes bien placé pour le savoir, les gens pensent que, majoritairement, que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Alors que jamais le niveau de vie n'a été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité, jamais le progrès des sciences et des techniques n'a été aussi fort. On a mélangé les choses. On a demandé plus de protection au nom du progrès, et c'est devenu son corollaire, la peur qui domine. Alors que je pense qu'il faut aujourd'hui imaginer autre chose et revenir aux fondamentaux. Le progrès, ça peut être la meilleure comme la pire des choses. Regardez comment on utilise le gaz. Le gaz contribue à faire tourner l'économie, contribue à soigner les gens. Mais le gaz, c'est aussi une arme de destruction massive. Donc ce qui compte, ce n'est pas le progrès en tant que tel, c'est ce que l'homme en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, nous voyons que c'est ça le grand rendez-vous. Et moi, ce qui me fascine, c'est de voir qu'il y a des pays, des régions du monde, qui ont réussi à ce que l'homme soit suffisamment l'acteur du progrès, non pas l'objet du progrès, pour que cela soit une source d'amélioration. Et d'autres pays, au contraire, où on s'est tellement encastré dans l'obsession de la protection, et donc de la peur, que l'on est devenu les ennemis de tout progrès. C'est ça qui doit changer. Voilà, le principe de précaution. C'est le nouveau totem qu'il faut démolir. Moi, j'invite à relire le texte de la Constitution. On se rendra compte qu'il est beaucoup moins anti-progrès qu'on ne le croit. Il venait simplement formaliser dans un texte constitutionnel la nécessité de prendre des mesures adaptées pour ne pas se lancer dans tout et n'importe quoi, dans n'importe quelle condition. En réalité, mettre dans la Constitution ce qui existe déjà dans les faits. D'ailleurs, jusqu'à présent, la jurisprudence dans ce domaine, c'est une jurisprudence qui a toujours été très équilibrée. Le problème n'est pas juridique, il n'est pas constitutionnel, il est culturel. Personne n'a en tête le texte du principe de précaution. Mais tout le monde vient l'appliquer pour n'importe quoi. Gaz de schiste, ah non, il ne faut pas toucher. Principe de précaution. Oui, mais il y a quoi dans le principe de précaution tel qu'il est énoncé par la Constitution? Un appel à expérimenter, un appel à regarder, anticiper, évaluer et prendre des mesures adaptées de précaution. Voilà, du bon sens. Et de ce bon sens, on en a fait un dogme culturel qui rendait impossible, par avance, toute recherche dans tous les domaines. On l'a vu pour les OGM, devenus l'ennemi à abattre, alors que
peut s'agir parfois de réfléchir à produire avec moins de pesticides, avec moins d'eau, quand on sait que les pays du sud de la planète vont avoir des pénuries d'eau considérables dans les décennies à venir. Donc je crois que tout cela, en réalité, doit être vu avec plus de sagesse. C'est pour ça que moi je préfère, pour tout vous dire, qu'à ce duo infernal peur-protection, on privilégie un autre duo, liberté et responsabilité. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. La vérité, c'est que ce qui compte, c'est ce que l'homme fait du progrès. Le rôle de la puissance publique, elle est de s'assurer de garde-fous, mais de glissières d'autoroute, hein, pas pour des petites routes départementales, pour des grandes autoroutes. L'État doit s'occuper des glissières des grandes autoroutes. Et l'homme, avec son talent, avec son génie, avec ses qualités propres, doit réfléchir, mettre ses qualités au service d'une amélioration pour la société, dans tous les domaines et dans tous les registres. Et c'est cette idée de liberté et de responsabilité. Je pense que ce qui est finalement l'ennemi du progrès, c'est l'ultra-égalitarisme. Cette obsession que nous avons dans certains pays, dont la France, d'empêcher toute tête de dépasser. De pointer du doigt celui qui réussit, celui qui prend des risques, celui qui réussit, celui qui échoue. Parce que la vérité, c'est qu'il faut au contraire encourager les initiatives dans tous les domaines, permettre à celui qui réussit, qui crée de la valeur, qui embauche, qui crée de la dynamique autour de la notion de progrès, dans tous les sens du terme, d'être encouragé à le faire, d'être valorisé, d'être considéré, de monter sur le podium, au lieu d'être pointé comme le bouc émissaire de tous les malheurs du monde. C'est ça qui doit être changé en France. Et ça, c'est l'ultra-égalitarisme. Vous savez, je le résume parfois d'un mot, c'est cette tentation que nous avons en France de guillotiner méticuleusement les têtes qui dépassent et de les jeter à la vindicte populaire pour que chacun puisse s'en partager les dépouilles. Ben, il y a un moment où ceux qui voient ce qui se passe préfèrent, hélas, partir que de rester dans notre pays. C'est ça qui doit changer. Je crois que c'est le premier progrès à accomplir, c'est de laisser les individus donner le meilleur d'eux-mêmes, et pour cela, il faut les y encourager. Et pas les y encourager une fois, les y encourager tout le temps. C'est la différence entre la société de confiance et la société de méfiance. Moi, je suis très frappé de voir les modèles éducatifs dans les pays anglo-saxons. On est parfois moins exigeant, je pense par exemple à l'enseignement secondaire, moins exigeant pour les élèves dans les pays anglo-saxons qu'en France. Savent moins de choses, les élèves qui arrivent au bac dans un certain nombre de pays anglo-saxons. Mais en revanche, il y a une chose, ils arrivent avec la confiance en eux. Il n'y a pas la culpabilisation permanente. En France, on a l'impression que tout est organisé pour les bons élèves, dans un cadre prédéterminé. Celui qui a le malheur de ne pas être un bon élève dans le cadre prédéterminé est déjà perdu pour la cause. Regardez l'échec de l'apprentissage en France, par rapport à l'Allemagne. Regardez combien les matières culturelles, sportives sont dévalorisées en France par rapport à d'autres pays, notamment anglo-saxons. Je crois que la clé de voûte du système, c'est dès l'éducation, donner confiance en chaque enfant par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il est capable de faire. Chacun a son talent, et souvent ces talents sont bridés. Et le deuxième point, c'est que je crois que cette notion de confiance doit être déclinée absolument à tous les étages. Et à ce moment-là, on fait le lien entre réussite individuelle et réussite collective. Progrès réalisé par l'individu au service de la collectivité. Ce qui compte aujourd'hui pour moi en France, dans cette société qui est en doute identitaire majeur, c'est de refaire le lien entre la réussite individuelle et la réussite collective. Car à chaque fois, cela se matérialise en fait par un progrès, c'est-à-dire par une amélioration du bien-être. Et donc, ça passe par la liberté. Et c'est pour ça que je plaide inlassablement pour remettre de la liberté dans ce pays. Nous portons des chaînes que l'œil ne voit pas, ou ne veut pas voir, dans tous les domaines. Tout est fait pour empêcher d'être en initiative. La masse des impôts, la masse des réglementations, des charges, la suspicion sur celui qui s'engage, qui prend des risques. C'est tout cela dont il faut se débarrasser, vraiment. Et assumer que la réussite individuelle, c'est forcément à un moment ou à un autre au bénéfice de la collectivité. Et c'est ça qui manque dans notre pays. Il y a une dernière idée que je voudrais évoquer, qui me tient beaucoup à cœur. Je parlais de liberté.
bien sûr la liberté d'entreprendre, de rechercher, de décider, de pouvoir être en initiative. Mais il y a une autre liberté qui pour moi est extrêmement importante et qui est à mon sens un fantastique moteur de progrès. C'est la liberté de dire ce qu'on pense. Pourquoi ? Parce que dans un pays comme le nôtre, empreint d'hyper-rationalité, et donc prisonnier de toutes ces académies, l'idée que, enfin, le fait que de temps en temps, un homme ou une femme, du fait de son expérience, de ses recherches, de ses travaux personnels, puisse s'émettre dans tous les domaines, la science, la technique, la sociologie, la psychologie, une idée différente, que celle-ci ne soit pas étouffée dans l'œuf, comme s'il était interdit de la promouvoir. C'est une manière extraordinaire de libérer les énergies au service du progrès. Et pour vous l'illustrer, j'ai pas envie de prendre l'exemple de la dernière start-up qui a réussi. Je vais peut-être vous surprendre. C'est à Louis Pasteur, je pense. Il faut étudier la vie de Louis Pasteur. Elle est très intéressante. Avant de devenir un homme incontesté, autoritaire, respecté, il fut un homme terriblement critiqué, contesté. Rappelez-vous ses recherches sur les micro-organismes, sur la vaccination. Il fut l'objet de polémiques terribles. Il a tenu bon. Parce qu'à l'époque, on pouvait tenir bon sur ces sujets. Aujourd'hui, il en faut un sacré courage pour ne pas dire « écoutez, allez, ça suffit, j'en ai assez, je m'en vais. Je vais dans un pays où on me laissera dire ce que je pense. » Donc je recommande que cette liberté-là soit consubstantielle à toutes les autres dès lors qu'on parle de progrès.